Bonsoir à vous toutes et vous tous, et tous ceux aussi qui nous suivent maintenant à distance, en visio, qui sont aussi très nombreux et qui nous font retour régulièrement, d'ailleurs à travers notre site, le mail, réagissant à ces conférences. Et ce soir, je suis très heureux d'accueillir Bruno Saint-Jean. Bonsoir. On rentre dans le dur, c'est-à-dire qu'évidemment, on a un sujet, un cycle qui est consacré à la technologie, pour l'instant avec la conférence inaugurale. Je dirais déjà avec Xavier Pascaud, on était rentré dans les problématiques technologiques. Avec Michel Duclos, on avait repris un peu de hauteur ou de contextualisation stratégique, puisque de toutes les façons, le thème, c'est à la fois de regarder quels sont les domaines où la compétition technologique s'exaspère le plus, mais aussi rivé à une problématique plus générale de rivalité géopolitique. Très heureux de t'accueillir ici, Bruno. Bruno Saint-Jean, ancien élève de l'école polytechnique, de l'école nationale supérieure des techniques avancées, a fait, je dirais, toute sa carrière au sein du ministère de la Défense et au service de l'équipement de nos armées. Il a occupé diverses fonctions à la DGA, au secrétariat général de la Défense nationale, auprès d'un ministre. C'est d'ailleurs là où, je dois dire, moi j'étais chez Jospin et toi tu étais chez Richard. Tu t'occupais des affaires économiques, financières, budgétaires et des problématiques industrielles. Ensuite, tu es parti comme directeur de la stratégie à la SNPE. Et puis, je passe un peu certaines étapes de ton long curriculum vitae pour revenir à la DGA sur un poste absolument stratégique et sensible qui est celui de la direction des services des programmes nucléaires et des missiles. Ensuite, adjoint au directeur des systèmes d'armes, directeur des opérations au sein de la DGA. Et puis tu prends la tête de l'ONERA. On aura l'occasion, je pense, de revenir un peu sur cet établissement qui est pivotal au sein du ministère de la Défense, notamment pour valider les grands programmes aéronautiques et spatiaux, avec à la fois des équipements lourds, des infrastructures lourdes de recherche, je pense aux souffleries, mais d'autres également, qui en font une caractéristique et qui fait que toute notre industrie est très tributaire de la validation dans ces équipements de recherche des développements des grands programmes d'équipement. Donc, président de l'ONERA, tu l'es depuis maintenant 7 ans. Et puis tu as pris plus récemment, je crois en 2016, la présidence de l'Association des établissements de recherche européens dans l'aéronautique. Il y en a de nombreux, il y en a notamment en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a bien sûr au Royaume-Uni, mais désormais, je ne sais pas, d'ailleurs tu nous diras, cette association, elle reste ouverte en dehors du champ de l'Union européenne? Non, oui, elle est ouverte au sens où on a un partenariat avec les Russes, qui sont membres associés, mais c'est 12 établissements publics de recherche européens. Mais qui vont indépendants. Dans européen, c'est pas stricto sensu l'Union européenne. Je pense que vous gardez les Britanniques. Non. Mais c'est pas parce qu'on les garde pas, c'est parce qu'ils sont partis il y a déjà un moment. D'accord. Ils sont curieusement membres fondateurs en 93 et leurs évolutions organisationnelles les ont fait sortir en 2008. Alors Armel qui me dit que d'habitude, comme je deviens sourd, je crie, je parle trop fort, me dit que là on m'entend pas. C'est vrai? Bon, alors j'ai essayé de hausser le ton. Voilà. Donc, Bruno, merci de nous rejoindre, et notamment pour traiter des technologies aérospatiales comme marqueur de la puissance des États. C'est le titre que tu as retenu pour ta conférence. Vous le savez, le processus, le protocole est un peu invariable maintenant. La parole va être à toi le temps que tu souhaiteras consacrer à une conférence sur ce sujet. Ensuite, on échangera un peu en réaction. Et puis ensuite, la parole passera aux auditeurs, à l'assistance, d'abord aux étudiants, et puis bien sûr à tous ceux qui sont auditeurs de ce programme. Merci beaucoup, et je te cède tout de suite la parole. Merci Louis. Juste avant de commencer, je tiens à dire que cette conférence a été préparée à deux avec Jacques Lafaille, ici présent, et qui est un habitué depuis l'origine de ces conférences. Donc, des armes hypersoniques, des capteurs, du calcul quantique, des armes laser, l'action offensive dans l'espace, l'intelligence artificielle. On assiste depuis quelques années à grands coups de communiqué de presse à une nouvelle confrontation entre les principales grandes puissances
sur fond d'affirmation de suprématie technologique. Cette confrontation, utilisant les technologies aérospatiales et plus généralement militaires comme marqueur de puissance, n'est bien entendu pas nouvelle, mais la perspective d'une arsenalisation de l'espace a clairement contribué à relancer cette course entre les grands acteurs, et notamment les grands acteurs militaires. Ainsi, notre pays est confronté depuis une dizaine d'années à un renforcement des grandes tendances que l'on peut observer sur le plan stratégique. Une nouvelle affirmation des États-puissances à laquelle, bien sûr, s'ajoute la permanence de la menace dite diffuse. De plus en plus de pays affichent à titre divers des ambitions militaires, aéronautiques, spatiales, clairement identifiées comme des marqueurs de puissance. À ce titre, rien de bien nouveau. C'est le constat auquel nous étions arrivés, nous, France, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qui nous a conduit à nous doter progressivement de tous les éléments caractéristiques d'une puissance militaire et diplomatique, une force de dissuasion nucléaire, une maîtrise du milieu aérien, un accès indépendant, une maîtrise du domaine spatial, une marine nationale ayant vocation à jouer sur tout le plan mondial, etc., etc., etc. En matière de défense, il n'y a pas de part de marché. Il s'agit de dissuader un adversaire et, s'il faut arriver jusque-là, de le vaincre. La domination technologique est un moyen pour cela. C'est un moyen parmi d'autres, mais c'est un moyen. Et si on se fait distancer du point de vue technologique, on risque tôt ou tard de le payer à prix fort. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a fait le choix d'être une puissance militaire complète, autonome. C'est d'ailleurs le seul pays d'Europe occidentale dans ce cas. De ce point de vue, d'ailleurs, on peut noter une grande continuité d'action entre la 4e et la 5e République. Pour la France, une défense crédible, c'est avant tout une défense qui manifeste la persistance de cet État et qui maintient son avance dans les secteurs jugés stratégiques. Ce constat est aujourd'hui, 60 ans plus tard, partagé par certains pays qui veulent s'affirmer comme des États qui comptent sur la scène internationale. Pour ces pays, cette affirmation de puissance par la technologie militaire est également quelque part le signe d'une certaine frustration au cours du siècle dernier, parfois depuis bien longtemps, d'avoir été peut-être spectateur d'une certaine suprématie occidentale. Et je rejoins d'ailleurs le sentiment évoqué ici la semaine passée par Michel Duclos, qui disait que finalement la France, c'est peut-être pas la France qui est en train de prendre du retard, ce sont les autres qui sont en train d'accélérer, et que c'est à ça qu'il faut faire attention. Le secteur spatial, vous le savez, connaît des développements autour de ce qui est qualifié de manière générique de New Space, sur fond, encore une fois, de possible arsenalisation, c'est-à-dire d'action offensive dans l'espace. Mais là encore, et j'y reviendrai, il faut se souvenir que c'était déjà dès l'origine un milieu de confrontation et d'affirmation d'État-puissance. Bien entendu, les temps ont changé. Dans les années 60, c'était avant tout la dissuasion qui tirait les technologies qui intervenaient dans d'autres domaines. Aujourd'hui, ça reste un puissant moteur des progrès technologiques, mais les multiples domaines dans lesquels nous sommes amenés à intervenir nous amènent parfois à aller chercher des solutions qui nécessitent une innovation, ne recourront pas forcément à des durées de recherche et de mise au point importantes. La France est engagée sur de nombreux fronts. Un des défis que nous devons relever est ne pas laisser la réflexion être pilotée uniquement par des réflexions technologiques. Encore une fois, c'est un outil, mais c'est un outil parmi d'autres qu'il faut remettre à sa juste place. Et comme la semaine dernière, le titre de la conférence, vous avez la liste, était « La France encourt-elle un risque de déclassement technologique et géopolitique ?» Je vais essayer, sur les quelques thématiques que je vais aborder, de vous donner une idée de la place de la France ou de l'Europe sur ces différents segments. Alors je signale quand même qu'il y a un certain nombre de secteurs très importants que je n'aborderai pas. C'est notamment le cas de la cybersécurité, parce que l'ONERA n'est pas un organisme de référence dans le secteur. Alors de toutes ces nouveautés technologiques qui apparaissent dans les médias, certaines sont de véritables nouveautés, et je pense, et j'en dirai quelques mots, de la deuxième révolution quantique. Et puis d'autres sont des choses déjà anciennes, déjà connues, voire pour certaines maîtrisées, mais qui voient aujourd'hui un rebond du fait des progrès technologiques. Et je vais démarrer par un de ces domaines, qui est celui de l'hypersonique. Alors ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a encore quelques années, le mot d'hypersonique
était réservé aux spécialistes. C'était les chercheurs en domaine aérodynamique ou c'était les concepteurs d'armes qui utilisaient ces termes-là. Force est de constater que sous la pression des communiqués de presse russes, chinois notamment, c'est devenu un mot qu'on retrouve de plus en plus dans les médias jusqu'à devenir un mot fourre-tout où l'on le fait dire parfois des choses de manière pas très juste. Et en particulier, je vais plutôt employer le mot hypervéloce, qui signifie à la fois hypersonique et capable de manœuvrabilité. Des véhicules, des armes hypervéloces, on en a autour de nous depuis des décennies. Hypervéloce, ça veut dire conventionnellement à des Mach supérieurs à, disons, 5. Des missiles balistiques intercontinentaux, c'est-à-dire, selon les textes, capables de porter de plus de 5500 km, atteignent des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde et jouent donc dans des gammes de l'ordre de 20. On voit donc que, et ça, ils ont été développés depuis les années 50. Et puis, on le sait, ce sont ces savoir-faire en matière de missiles balistiques qui ont permis le développement, donner naissance aux générations de lanceurs qui ont suivi. Un lanceur doit, pour mettre sur orbite un satellite, le porter à une vitesse un peu supérieure à 8 km par seconde. On est là encore dans des Mach supérieurs à 20. Donc vous voyez bien que cette notion d'objet hypersonique, elle existe, elle est en œuvre autour de nous. Bien sûr, heureusement, on voit souvent les lanceurs, et fort heureusement, on ne voit pas les missiles balistiques. Mais en tout cas, ils nous entourent depuis plusieurs décennies, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, en parallèle au développement de ces engins, on a développé, les militaires de tous les pays concernés ont développé des missiles de croisière globalement, généralement subsoniques, mais, et j'en dirai bien sûr quelques mots, la France a, elle, eu une démarche particulière en dotant ses forces aériennes stratégiques de missiles propulsés par statoréacteurs, la SMP puis la SMBA, évoluant dans le haut du spectre des missiles, des vitesses supersoniques. Si on raisonne dans le domaine des engins militaires, la rivalité entre les grandes puissances en termes d'engins hypersoniques, se joue dans 3 volets. Le premier, c'est celui des planeurs hypersoniques. En règle générale, ils sont embarqués sur un missile balistique. Ils se séparent du vecteur pour être injectés dans la très haute atmosphère à des vitesses très élevées, de l'ordre de Mach 15. Et ensuite, le planeur peut évoluer, être manœuvré dans l'atmosphère, faire des rebonds et ainsi gagner une certaine manœuvrabilité qui lui donne bien sûr un certain avantage par rapport à un objet qui serait purement balistique, donc avec une trajectoire plus prévisible. Là encore, rien de nouveau. Un grand nombre d'essais ont été réalisés, notamment dans le cadre des premiers épisodes de la mise au point des forces de dissuasion. Et on a travaillé sur des sujets de ce type-là depuis bien longtemps. Et par exemple, on a parlé récemment d'un concept d'avion hypersonique chinois qui avait fait le tour du monde. C'est jamais qu'une revisite de ce qu'ont fait les Russes dans les années 60. Entre 66 et 69, les Russes ont fait des essais d'un tel planeur qui faisait le tour de la planète. L'idée étant que les Américains ayant mis des radars sur leur façade nord, et ce faisant, en faisant le tour, on les attaquait à l'endroit où il n'y avait pas les radars. C'est évidemment quelque chose de classique. Alors c'est quelque chose qui revient aujourd'hui en force, notamment du fait des progrès technologiques réalisés. Et la France n'est pas en reste, puisque vous vous souvenez peut-être que la ministre a annoncé, je crois que c'était à l'occasion de ses vœux 2019, le fait que l'on travaillait pour le compte du ministère des Armées, sous l'égide de l'industriel Ariane Group, sur un planeur qui s'appelle VMAX. Donc, premier type d'objet, c'est planeur. Le deuxième, c'est celui des missiles de croisière hypervéloces. Là encore, je ne vais pas développer ici, je vais développer un petit peu plus lorsque je parlerai de nos équipes de dissuasion, mais simplement, la différence principale, c'est que le missile emporte lui-même sa capacité de propulsion, en l'occurrence avec un statoréacteur ou un superstatoréacteur. Et puis, j'ai dit qu'il y avait 3 types d'objets. Le troisième, c'est celui des ogives nucléaires manœuvrantes. Il y a bien évidemment de soi que je ne vais pas tellement développer le sujet et le concept, mais je vais quand même vous rappeler que le sujet n'est pas récent.
C'est des sujets sur lesquels on a travaillé depuis bien longtemps. Vous vous souvenez peut-être des missiles de la force de dissuasion française qui, au début des années 80, comportaient 4 composantes, dont 2 sol-sol. Pour le missile Hades, successeur du Pluton, on avait travaillé sur ces technologies. Pour le missile S-4, qui devait équiper le plateau d'Albion, on travaillait sur ces savoir-faire. Les missiles américains Pershing 2, ce qu'ont fait les Chinois en copiant le Pershing 2 américain, étaient aussi basés sur ces tels savoir-faire. Donc, encore une fois, on est dans des choses anciennes. Bien sûr, des 3 objets, c'est celui qui est le plus difficile à maîtriser, ce qui fait que le club des nations capables de maîtriser ce tel savoir-faire est encore un club extrêmement fermé, et je pense que nous nous en réjouissons tous. Mais je reviens en arrière pour vous rappeler que... Peut-être, Bruno, oui, vas-y, je t'en prie. Juste sur ce point, tu pourrais peut-être indiquer pourquoi, bon, c'est intuitif, c'est un peu implicite dans ce que tu as dit, mais pourquoi ce sont des éléments de supériorité, la vitesse, la manœuvrabilité, empêchant ou déjouant toutes les parades. Ouais, j'y viens. J'y viens, bien vu. Je reviens juste en arrière une seconde sur l'historique. Pour vous rappeler, quand je dis que c'est quelque chose qui n'est pas récent, le brevet sur les statoréacteurs, il date de 1933. C'est un brevet français. Dans les années 60, les Américains, la défense américaine, finançait l'ONERA pour mener des recherches sur le statoréacteur. Donc, encore une fois, l'ONERA détenait avec un engin qui s'appelait Staltaflex le record à la fois de vitesse et d'altitude avec Mach 5 à 38 km. Donc, voilà typiquement un savoir-faire que l'on a développé, que l'on a entretenu et qui conduit aujourd'hui à développer avec l'industriel qui est cette fois-ci MBDA, mais vous aurez la semaine prochaine Éric Béranger, son PDG, qui interviendra devant vous. Donc on prépare le développement de la génération prochaine, la SN 4G. Là encore, ne me demandez pas des chiffres, je ne saurais pas vous répondre. Mais effectivement, c'est quoi l'intérêt de ces engins hyper véloces ? D'une part, la vitesse, parce que plus vous arrivez vite, moins vous laissez de temps à celui qui est votre cible de réagir. Et par ailleurs, la manœuvrabilité, j'ai bien dit hyper véloce et manœuvrable, fait que ces systèmes sont beaucoup plus difficiles à intercepter pour les défenses adverses. Un élément intéressant également, j'en dirai un mot dans un autre domaine, on a souvent opposé furtivité et vitesse. Faut-il être furtif? Faut-il être rapide? La vitesse est une donnée absolue. La furtivité, elle est relative. Vous êtes furtif vis-à-vis de ce que vous voulez, de ce dont vous ne voulez pas qu'il vous repère. Vous verrez que ça veut dire que vous n'êtes pas furtif contre tout. Je vous en donnerai une illustration. La France a fait le choix, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de garder ce savoir-faire en matière de haute vitesse, de missiles à haute vitesse, à ce seul domaine de la dissuasion. De ce point de vue-là, il n'y a aucune ambiguïté. Mais aujourd'hui, on voit un certain nombre d'autres pays qui s'affichent comme voulant devenir des puissances ou redevenir des puissances. Je pense aux Russes, je pense aux Chinois, aux Indiens également, qui ont développé un missile qui s'appelle le BrahMos, qui se sont tournés vers ces objets supersoniques, avec pour eux l'idée d'en faire également des armes avec des missions traditionnelles, frapper des centres de commandement, ou alors attaquer de gros bâtiments de surface. Le missile russe qui s'appelle le Zircon est présenté par les Russes comme un tueur de porte-avions. C'est aussi simple que ça dans l'affirmation de la mission. C'est également disposer de tels outils, c'est quand même un investissement technologique important. Ça nécessite de maîtriser beaucoup de choses, et pas seulement la vitesse. Parce que quand vous allez très vite, dans l'atmosphère, évidemment, vous vous échauffez, évidemment, vous travaillez à des températures très élevées, et tout ce qui est guidage, pilotage, propulsion bien sûr, tout un tas de données ont besoin d'être totalement maîtrisées, et ça, heureusement, c'est pas accessible à tout le monde. Je citais le Zircon russe. Le Zircon a été dévoilé par les Russes pour la première fois au Salon international aéronautique de Moscou en 1995. Son premier véritable vol a été effectué en 2016. Vous voyez que ça leur a pris du temps pour passer de cette étape de démonstration à cette étape opérationnelle.
Nous, côté français, on a plutôt été relativement discret dans notre communication. Bien entendu, qui dit communication dit dissuasion, dit ASMPA. C'est quelque chose qui se comprend. Mais pour conclure ce volet sur l'hypersonique, je pense qu'il ne faut pas se sous-estimer. On a, avec l'ASMP, puis l'ASMPA, puis la préparation de la génération suivante aujourd'hui, acquis en France une compétence scientifique, technique, industrielle, opérationnelle, sans égal au monde. Et ça nous donne un certain savoir-faire dans ce domaine. Donc la place de la France dans ce secteur, elle est très, 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 très bonne. Alors, deuxième terme que j'ai utilisé dans mon propos liminaire, c'est celui du quantique. Et la question qui se pose, c'est dans le civil comme dans le militaire, cette seconde génération quantique dont on nous parle, quels pourraient être les thèmes d'application? Alors, on parle beaucoup dans la communication, ce qui revient le plus souvent, ce sont les calculateurs quantiques, j'en dirai quelques mots, mais il ne faut pas négliger pour autant ce que pourraient apporter des capteurs quantiques ou des communications quantiques, pardon. Les capteurs quantiques, ce sont des capteurs qui utilisent des atomes ultra froids qui sont placés dans un état quantique spécifique. Ces états sont extrêmement sensibles à des modifications très faibles de ce qui les entoure, et ça permettrait donc de mesurer avec davantage de précision des grandeurs comme la gravité, comme le temps qui passe, comme la température, l'accélération. Et donc, avec de tels capteurs, on devrait être capable non seulement de mesurer plus précisément des choses que l'on sait mesurer aujourd'hui, mais l'on devrait être capable aussi d'avoir accès à des mesures sur des choses que l'on ne sait pas mesurer aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on imagine du domaine du possible. Ça semble futuriste? Eh bien non. Il existe déjà quelques applications, quelques capteurs quantiques de deuxième génération. Il y a ce que l'on appelle des horloges à fontaine atomique, qui sont encore des entités qui fonctionnent au stade du laboratoire. Et puis, il existe des gravimètres quantiques. Et ça, je vais vous l'illustrer. C'est un sujet sur lequel l'ONERA a travaillé depuis 2005, sur cette révolution quantique et donc sur la mise au point d'un gravimètre. Ce gravimètre utilise l'interférométrie à ondes de matière et on refroidit les atomes par laser. Et après ça, on compte les atomes, on regarde passer les atomes, on mesure donc par cette interférométrie leur comportement, et ça permet d'obtenir une précision nettement plus importante en matière de navigation. Et ça, alors bien sûr, j'ai parlé de laser, j'ai parlé de cryogénie, de refroidissement. Vous imaginez bien que c'est quelque chose, comme je l'évoquais sur l'outil précédent, les horloges atomiques, qui prenaient beaucoup de place. Et puis, on a travaillé à réduire. Et on est arrivé jusqu'à faire des essais opérationnels avec le CHOM, le service hydro-océanographique de la marine, sur des bâtiments de surface. Le CHOM a effectivement constaté qu'avec ça, il avait à la fois une meilleure précision en matière de positionnement, donc que ça donnait un avantage opérationnel potentiel aux bâtiments de la marine. Et on est en train de travailler en ce moment au transfert de ce savoir-faire vers une PME de Nouvelle-Aquitaine. Et dans 4-5 ans, 4 bâtiments de notre marine nationale seront équipés de ce type de gravimètre quantique de deuxième génération. Avec ça, l'armée française, la marine française sera l'une des, peut-être la première armée au monde à utiliser un équipement opérationnel basé sur ce quantique de deuxième génération. On peut dire que si on l'appliquait, par exemple, alors il y a un problème de taille, mais ça je ne sais pas, donc d'intégration, mais si on pouvait l'intégrer sur des sous-marins, on voit bien... C'est l'étape suivante, oui. Non, mais ça prouve que... Ou ça prouve que je dis logique, oui. Ou ça prouve que tu suis, ou les deux. Ça prouve que je vois les deux. Non, mais on voit bien, parce qu'on voit bien... On l'a évoqué quelquefois dans d'autres conférences, que parmi les nouvelles dimensions de la guerre, il y a des dimensions immatérielles, le cyber, il y a des dimensions du spatial, mais il y a évidemment l'exploitation davantage des grands fonds marins, y compris comme on le fait d'ores et déjà pour les forces océaniques, pour se cacher, pour se dissimuler, et donc
le risque aussi d'augmentation de la circulation dans cet espace apportera à ceux qui ont plus de finesse pour régler leur positionnement un avantage stratégique et tactique. C'est exactement ça. Si effectivement on va travailler maintenant à réduire encore la dimension pour le rendre plus compatible, si on y arrive, d'un embarquement en sous-marin, et un tel sous-marin n'aurait plus besoin de refaire surface pour recaler sa navigation. Il n'a pas besoin, comme les bâtiments de surface n'ont plus besoin ou de se baser sur des référentiels du GPS ou de Galileo. Donc, ils sont véritablement autonomes. Et effectivement, comme tu le dis, pour un sous-marin, ce serait un avantage absolument déterminant par rapport à tout ce qui existe ailleurs. Mais vous voyez bien aussi que le fait de s'affranchir de ce besoin de se caler avec Galileo, avec le GPS, ça va ouvrir la piste à d'autres environnements, des environnements souterrains, des environnements urbains très contraints. On le sait tous, on a parfois du mal à se repérer avec notre GPS. Avec des outils comme cela, vous pouvez vous en affranchir. Après, le vrai sujet, pour tout un tas d'autres applications, ça va être encore de compacter, de réduire la dimension pour qu'elle soit compatible de l'engin, de l'outil, qu'il soit civil ou militaire, peu importe sur lequel vous voulez l'utiliser. Et ça, il y a un vrai gros travail à faire. Et ça, c'est très loin d'être évident. On entend aujourd'hui beaucoup d'annonces, des gens beaucoup s'exprimer sur le quantique, voilà ce que je vais faire avec. Il ne faut pas non plus vouloir le survendre. Il y a des choses qui seront difficilement réutilisable, compte tenu de la capacité que ça va exiger pour réussir à faire cela. Un autre domaine également dans lequel ce genre de capteurs pourrait être utile, c'est la guerre électronique. On peut imaginer que de tels capteurs permettront de franchir des sauts qualitatifs importants avec la capacité d'une part à détecter un radar et d'autre part la capacité à identifier ce radar, à reconnaître le type de radar et donc qui l'opère. Juste un mot sur des communications quantiques. L'intérêt potentiel des communications quantiques, ce serait leur haute sécurité. Si un hacker veut venir prendre une information d'une communication quantique, non seulement il la détruit, donc il ne l'obtient pas, mais en plus, il va laisser une trace, ce qui devrait permettre de pouvoir le repérer. Voilà l'avantage. Après, comme je le disais tout à l'heure, le thème qui illustre le plus et qu'on entend le plus quand on entend des communications sur le quantique, c'est le calculateur. Et d'ailleurs, on entend parler de suprématie quantique. Les communications sont autour de la suprématie quantique. Il faut bien voir que ce calculateur quantique, il diffère autant de nos calculateurs classiques que nos calculateurs actuels diffèrent des abacs de nos anciens. C'est réellement quelque chose qui devrait être capable de résoudre de nouveaux types de problèmes, de nouveaux types de choses. Je ne vais pas vous les détailler, mais en tout cas, aujourd'hui, clairement, les grandes puissances sont lancés à travers leurs industriels, à travers leurs organismes de recherche compétents, dans la course à la suprématie quantique. Ça fait l'objet de communications régulières. Chacun essaie de persuader les autres de sa propre puissance. Après, il faut voir que pour l'instant, l'ordinateur quantique absolu n'existe pas, et les ordinateurs dont vous entendez parler sont généralement conçus pour traiter un problème particulier, un problème ad hoc, qu'ils vont donc résoudre. Mais vous voyez, c'est un peu comme si je prenais un fusil, je tirais là-haut, j'allais dessiner une cible et je vous disais, vous avez vu, je suis un tireur d'élite. Il y a encore du boulot pour arriver à maîtriser ce genre d'ordinateur. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a toujours de gros efforts faits autour des calculateurs classiques. Et on voit bien que le top 500 aujourd'hui, où chacun veut rentrer et chacun veut exprimer qu'il est dans les très hautes places du top 500, c'est encore sur des calculateurs classiques. Hypervélocité, quantique, j'en viens à un troisième domaine, qui est celui de la maîtrise du milieu aérien. La puissance aérienne demain va être tributaire de progrès dans un certain nombre de domaines, progrès en recherche, progrès dans les équipements. Ce sont l'hypervélocité, je l'ai cité, les armes à effet dirigé, la furtivité, qui reste quand même valable, les drones, vous aurez dans 3 semaines, je crois, une conférence spécifique sur les drones, les programmes spatiaux. La prééminence de l'air power dans les conflits contemporains tient au progrès considérable
qui ont été réalisés dans les technologies embarquées dans les avions de combat des 4e et 5e générations. Les capteurs, des outils d'aide à la décision, des liaisons sécurisées, des munitions, des armes, des missiles de précision. Un aéronef modèle aujourd'hui est doté d'équipements qui en font un véritable système d'armes. Et en plus, c'est un système d'armes qui est interconnecté avec les autres. Michel Duclos a pas mal causé la semaine dernière de l'importance de l'interconnexion et qui est intégrateur de données qui sont utiles à l'ensemble de la manœuvre opérationnelle. Donc là encore, on a des choses à jouer. Et puis, j'ai parlé de communication quantique, je parlerai un peu de communication optique. Je pense que les communications optiques sont également un vecteur important de progrès, que ce soit entre avions, drones ou entre ces appareils et des satellites. Là encore, j'en viens à la furtivité. La furtivité, c'est pas nouveau. Elle a fait son apparition sur les champs de bataille, aérienne en tout cas, à l'occasion de la première guerre du Golfe. C'était le F-117. Les Américains l'avaient déjà présenté en 88, mais c'est véritablement la guerre du Golfe qui l'a consacré, si j'ose ce terme. Un avion forme anguleuse intrigante. Et depuis cette guerre du Golfe, les autres pays qui ont voulu montrer une certaine puissance dans le domaine aérien ont eux aussi essayé de développer du coup des avions furtifs pour démontrer leur potentiel, leur force technologique. On peut citer par exemple le J-20 russe. Chinois, le J-20 chinois. Mais c'est intéressant de noter que cet appareil s'est beaucoup inspiré, pour ne pas dire plus, de ces modèles russes qui soient faits par MiG ou par Sukhoi, comme par exemple le Sukhoi 57. Les drones et leur développement sont également venus bouleverser la planification des missions aériennes, et on peut penser qu'un facteur d'étape suivante, si j'ose dire, en matière d'utilisation, sera lié au progrès que l'intelligence artificielle pourra apporter à l'autonomie de ces drones, qu'ils soient seuls ou qu'ils fonctionnent en essaim. De nombreuses puissances régionales se dotent de capacités de déni d'accès de plus en plus performantes, c'est-à-dire des systèmes de défense aérienne. Ça veut probablement dire que la manœuvre aérienne dans les années qui viennent sera assez différente de ce que l'on a connu au cours des décennies écoulées. Et en matière de drones, on envisage déjà des missions du type attaque en meute, du type brouillage. Voilà typiquement ce genre de choses que pourrait apporter ce nouveau type d'outils et de sciences. Et regardez ce qui se passe. Vous verrez Joël Barre dans 15 jours, nul doute, qui va vous parler du programme SCAF. Autant nos programmes d'avions précédents portaient justement le nom du porteur, le Mirage 2000. Aujourd'hui, on parle bien d'un système de combat aérien du futur, d'un système intégré. Dans ce système, mais d'ores et déjà, le spatial joue un rôle important. De la préparation de missions jusqu'au guidage des missiles, de la géolocalisation jusqu'aux communications, l'espace joue un grand rôle aujourd'hui. Et avec la mise en œuvre de constellations orbitales à vocation militaire, on peut penser que les applications spatiales à finalité tactique créeront bientôt un avantage opérationnel pour les puissances comme les États-Unis, qui sauront les utiliser, par exemple, en équipant les cockpits de leurs avions. L'arsenalisation de l'espace est en cours. Et je vous invite, si vous ne les connaissez pas, à regarder ce que font les Américains avec un programme qui s'appelle le X-37B, ou à voir ce qui se passe du côté de l'ESA sur le Starglider. On est en train de positionner dans l'espace, en tout cas d'essayer de voir si on peut positionner dans l'espace des choses comme les planeurs, je l'évoquais tout à l'heure, des navettes ou des objets de ce type. On mène à l'ONERA également des travaux extrêmement exploratoires, j'insiste sur le extrêmement exploratoire, mais c'est à la demande de la défense, mais c'est l'une de nos feuilles de route, sur ce que pourrait apporter un aéronef militaire hypersonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'être différenciant par rapport à ce que font les avions de combat aujourd'hui, Mach de l'ordre de 4.
Et puis, il ne faut pas qu'on aille chercher l'impossible et les chiffres très élevés que je vous ai indiqués tout à l'heure, parce que sinon, on va se compliquer la vie et ça sera réellement impossible. Donc, on va essayer de gérer ça dans une gamme de 4 à 7. Bien sûr, avec un fonctionnement et des missions de type opérationnel classique, bien sûr, pour les raisons qu'on a évoquées, des capacités de pénétration accrues, un avion avec une mise en œuvre classique de type atterrissage, décollage depuis une piste en mode horizontal, etc., etc. C'est ça que l'on est en train d'examiner du point de vue des armées pour essayer de répondre aux questions préliminaires suivantes. Est-ce que ça a un intérêt pour nos forces aériennes futures? Si oui, comment l'intégrer dans ce système SCAF? Si oui, à quel horizon est-ce qu'on serait capable de mettre ça en service? Je crois qu'il ne faut pas rêver, ce ne sera pas avant 2045-2050 si effectivement les réponses sont positives sur toutes les questions que je viens d'évoquer. Et puis bien sûr, dans ce cas-là, quelles sont les technologies clés à maîtriser et quelles sont les étapes à franchir pour arriver jusqu'à un produit qui puisse être effectivement développé, industrialisé et ensuite opéré par nos forces. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous illustrer le caractère relatif de la furtivité. Je vais le faire avec un autre domaine des radars. Donc, je parlais de radar dans le sens de système de défense aérienne pour la maîtrise de l'espace. Là, je vais vous parler d'un autre type de radar qui s'appelle les radars à ondes de ciel. On a développé, et d'ailleurs quand je dis les Russes ont même mis en service, je crois que c'est fin 2019, donc ces radars dits à ondes de ciel qui sont des radars très longue portée. Le principe, c'est vous braquez votre faisceau radar sur une couche élevée de l'atmosphère qui s'appelle l'ionosphère, elle se réfléchit, et du coup, vous avez une couverture radar bien plus importante qu'avec un radar classique. Ce sont des radars basse fréquence. Les avions de combat sont dimensionnés du point de vue furtivité vis-à-vis de ce qu'ils ont en face d'eux, c'est-à-dire des radars. Et ces radars sont des radars haute fréquence. Mais ces avions sont absolument visibles du point de vue des radars basse fréquence. Donc avec ça, on est capable de repérer des avions, même furtifs. Là, pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, vous mettez ce type de radar. L'ONERA fait 2 démonstrateurs qui s'appellent Nostradamus et Pégase. Vous mettez ces 2 radars au centre de la France. Vous voyez largement ce qui se passe au-dessus de la Méditerranée et au-delà. Et bien sûr, tracer un cercle, et ça marche dans tous les sens. Donc on voit bien qu'il pourrait y avoir un intérêt sur ce genre de produit, sur une couverture, cette fois-ci, une protection de l'espace carrément de l'Europe, avec un tel savoir-faire. Donc je le disais, on n'est pas les seuls à avoir acquis un certain savoir-faire dans ce domaine. J'ai cité les Russes, je peux citer les Américains, je peux citer les Australiens. Une caractéristique à signaler, c'est que la différence entre eux et nous, ça se voit, c'est leur territoire géographique. Ce qui fait que pour dimensionner leur radar, ils se sont positionnés à un bout du pays, ont mis une sonde toujours sur leur territoire, à la hauteur où ils éclairaient l'ionosphère. Ça leur permet de connaître les capacités, les caractéristiques de l'ionosphère à cet endroit et donc d'en déduire les caractéristiques de ce radar. Nous, bien sûr, vu la taille de l'hexagone, on n'a pas pu faire ça. Ça nous a amené à développer d'autres types de procédés qu'on peut considérer comme astucieux. Alors, j'en viens à un autre milieu dont il a déjà été question avec Xavier Pascaud, il en sera encore question, je crois, dans 3 semaines ici, qui est le spatial. Moi, je vais me limiter, si j'ose dire, au côté technologique, même si je vous donnerai une ou deux illustrations de conséquences que vous appellerez diplomatiques, politiques, géostratégiques, comme vous préférez, de ce que ça peut apporter. Déjà, encore une fois, un retour en arrière, dès la guerre froide, l'espace, ça constituait un enjeu pour les grandes puissances. Et c'était principalement, bien sûr, la rivalité dont tout le monde se souvient entre l'Union soviétique et les États-Unis, et à travers la conquête de la Lune. À ce sujet, je vous signale qu'il y a moins de 15 jours, le 28 janvier, la Chine a sorti via son agence nationale qui doit s'appeler la CSNA, China Space National Agency, c'est ça, un nouveau livre blanc sur le spatial qui montre leurs ambitions à hauteur de 5 ans, qui est un exercice de transparence auquel ils ne se livrent pas si fréquemment.
Et on voit bien que l'une de leurs ambitions principales dans les 5 ans, c'est d'envoyer un homme sur la Lune. Et je vous rappelle que jusqu'à présent, seuls les Américains l'ont fait. L'arsenalisation de l'espace et sa dimension arme anti-satellite, là encore, elle ne date pas d'hier. Les Russes, les Américains ont développé des armes anti-satellites à l'époque de la guerre froide. Mais à cette époque-là, l'espace était avant tout considéré comme un milieu lié à la dissuasion. C'était le milieu de transfert, si j'ose dire, naturel pendant une partie de leur trajectoire des missiles balistiques. Donc le milieu est resté relativement sanctuarisé, d'autant plus que le nombre de nations qui avaient droit au chapitre était quand même relativement discret. Et puis est arrivé l'effondrement de l'Union soviétique et la période 90 jusqu'au milieu des années 2000 peut être considérée comme une période de véritable suprématie américaine sur le domaine spatial. Ça a été illustré notamment par ce qui s'est passé pendant la guerre du Golfe, pendant le Kosovo, où les gens ont vu ce que pouvait apporter notamment le GPS dans tous ces volets-là. Donc ça a forcément réveillé des envies d'autres États. Ça a bien sûr amener les Russes, une fois digéré l'effondrement de l'Union soviétique, de se réintéresser au secteur et de vouloir réinvestir dans le secteur. Et ça a également intéressé les Chinois. Mais c'est intéressant de noter aussi que les Chinois, l'espace, leur intérêt remonte à bien longtemps. Les Chinois sont la cinquième nation au monde à avoir envoyé un satellite par leurs propres moyens dans l'espace, après les Russes, les Américains, les Français, les Japonais. Donc, et ça, c'était en 70. Donc on voit bien que cet attrait et cette stratégie chinoise pour le spatial n'est pas aussi récente que ce qu'on pourrait croire. Et par ailleurs, c'est intéressant de noter que, alors que je vous parlais tout à l'heure, par exemple, de copies d'avions de combat chinois qui étaient des copies russes, sur le satellite comme sur les lanceurs, ils ont, depuis le début, décidé de travailler en autonomie, donc en indépendance des Russes. Et puis, ils ont frappé un grand coup en développant une arme anti-satellite, et en, je crois, janvier 2008, détruisant un de leurs propres satellites avec un missile dérivé d'un missile balistique qui s'appelle le SC-19. Ça a beaucoup ému, ça a beaucoup généré des commentaires à l'époque. Là encore, les commentateurs auraient peut-être pu regarder en arrière et se rendre compte que les Américains et les Russes avaient eux-mêmes acquis cette capacité de démonstration d'armes anti-satellites. Je crois que c'est en 59 et 61 respectivement où ils ont l'un et l'autre détruit un de leurs propres satellites, histoire de montrer leur capacité. Ensuite, les Américains ont développé plusieurs générations de missiles à capacité anti-satellite. La dernière génération est dérivée directement de leurs travaux sur la défense antimissile balistique. C'est un missile dérivé du Standard Missile 3. Il équipe des bâtiments de surface de la marine américaine. Et c'est avec lui, puisque les Chinois ont fait leur démonstration en janvier 2007, les Américains ont fait un même exercice en détruisant un de leurs satellites avec un Standard Missile 3 en 2008, histoire de dire « n'oubliez pas, je suis là aussi ». Je parlais tout à l'heure de suprématie américaine sur la période 90. Je vais venir maintenant au rôle de la France dans ces deux domaines. D'une part, dans le domaine spatial, n'oubliez pas que cette période des années 90, c'est celle où on a lancé nos premiers satellites d'observation avec Helios. C'est celle où on a lancé aussi nos satellites d'écoute spatiale, en tout cas les premières démonstrations d'écoute électromagnétique spatiale. Donc on n'est pas resté en reste. Je parlerai un peu après à part de surveillance de l'espace. On a également, je parlais tout à l'heure de discrétion de communication. C'est pas parce qu'on n'a pas effectué d'essais d'armes anti-satellites qu'on ne s'est pas intéressé à la question. Simplement, on a travaillé sur un autre axe et il a été rendu public il y a quelques années, qu'on a profité donc ça c'est en 1992, du fait que le satellite Spot 1 allait approcher sa fin de vie et donc allait être désorbité, pour aveugler ce satellite.
Et on l'a fait dans un délai relativement rapide, avec un laser du commerce, que l'on est allé mettre derrière un télescope, alors lui qui est un télescope civil sérieux, solide, sur l'observatoire de la Côte d'Azur, donc près de Grasse. Et on a aveuglé le Spot 1, on a la démonstration que, et encore une fois, c'était il y a 30 ans. Donc si vous rajoutez à ça les progrès qu'on a pu réaliser sur aussi bien les lasers que sur nos capacités optiques, j'espère arriver à un moment ou à un autre à vous parler d'optique adaptative, ça nous laisse imaginer qu'on est capable encore aujourd'hui de faire des choses intéressantes. Voyez en plus par ailleurs que ce genre de choses a peut-être deux avantages par rapport à ce volet arme anti-satellite que j'indiquais. Le premier, c'est sa graduation. Une arme anti-satellite, vous la tirez, le satellite est détruit. Avec une capacité d'aveuglement, vous pouvez peut-être juste donner une frappe d'avertissement. Et du coup, vous en arrêtez là. Et puis le deuxième avantage, il est évident, c'est que c'est quand même beaucoup plus discret. Donc c'est difficile de tracer celui qui vous a agressé et fait des misères. On voit aussi aujourd'hui qu'une des évolutions, bien sûr, dans ce domaine spatial, c'est lié à tous ces progrès réalisés en matière de réduction de taille, en matière de miniaturisation, aussi bien des satellites eux-mêmes que, bien sûr, c'est logique, de leurs composants. Prenez par exemple ce qu'il en est de la propulsion électrique pour satellite. Aujourd'hui, on sait propulser de manière électrique un nanosatellite, ce qui va lui donner davantage de capacité de manœuvre et probablement de durée de vie une fois qu'il sera dans l'espace. Donc ces petits satellites couplés au progrès qu'on peut avoir réalisé dans celui des capteurs, que ce soit des capteurs optroniques ou radars, peuvent laisser imaginer des applications civiles ou militaires de nouvelle ampleur. Ça ne fera pas tout. Les mini-satellites, les nanosatellites ne feront pas tout, mais à l'inverse, il faut bien éviter de ne pas les intégrer dans la réflexion que l'on peut avoir sur un certain nombre d'avantages que ça peut apporter à des missions de type militaire, notamment du point de vue résilience. On le sait aussi, l'arrivée d'acteurs privés dans le domaine et qui veulent des retours sur investissement plus rapides, a conduit à accélérer les choses et probablement que les technologies vont être accessibles plus rapidement, notamment les technologies duales, et c'est sans doute quelque chose auquel il faudra faire attention. J'évoquais tout à l'heure les communications optiques, et je vais parler notamment de communication spatiale. Vous le savez sans doute, les communications classiques, en termes de rayonnement, ont atteint une certaine asymptote en matière de capacité, en matière de débit, alors que les utilisateurs veulent davantage de débit, plus de films, plus de données, plus de... Et donc l'ESA s'est intéressée en 2016 et a lancé un appel à projet sur une capacité de communication existe-t-il de nouveaux savoir-faire qui permettraient de dépasser, de casser cette asymptote? Cet appel à projet a été gagné par l'ONERA en 2017. On a répondu sur la base des technologies d'optique adaptative. Les résultats de l'ESA sur la base des projets ont été confirmés récemment sur les essais qui se sont clôturés à la fin des essais qu'on a menés. De telles communications permettraient de multiplier par 1000 les débits. Vous n'avez pas, c'est pas moi qui me suis trompé, je réaffirme, de multiplier par 1000. On n'est pas dans gratter 15-20%, on est véritablement dans le disruptif. Donc si vous ajoutez qu'à ce savoir-faire, pour lequel même les Américains reconnaissent que nos équipes sont les meilleures au monde, on dispose en France et en Europe de 2 grands satellitiers que sont Thales Alenia Space et d'Airbus Defence and Space, qui font partie des leaders mondiaux du marché des télécoms. On se dit bien qu'il y a là un marché potentiellement intéressant et qu'il y a une étape à ne pas rater. Alors, on parle beaucoup de... J'ai parlé spatial, on parle beaucoup de souveraineté. Ça nous a amené à nous poser la question... Ça veut dire quoi, souveraineté spatiale? Et la réponse tient, selon nous, en deux volets.
Le premier, c'est être capable de mettre ce que l'on veut, où l'on veut, quand on veut. Et le deuxième, c'est ce milieu étant un milieu important, le connaître à tout instant. J'évoquais le CHOM tout à l'heure. Souvenez-vous que la mise en place de la dissuasion océanique s'est accompagnée de la mise en place d'outils permettant de cartographier les océans pour les raisons que tu évoquais, de savoir dans quel milieu on évoluait. Donc, connaître ce milieu dans lequel... ce milieu spatial de plus en plus stratégique est quelque chose d'extrêmement dimensionnant, d'extrêmement important. Je reviens sur le premier point. Je disais bien de placer ce que je veux, où je veux, quand je veux. C'est bien ce côté autonomie, indépendance qui est important. Aujourd'hui, le nombre de nations qui disposent d'un satellite, ça tourne autour de la 60aine. Donc on voit bien, c'est un club qui est devenu extrêmement important. Et là, on passe de la logique de puissance à celle de prestige. Avoir son satellite, c'est un certain prestige. Mais être capable de le lancer, ça reste encore à l'apanage d'un club extrêmement limité, qui n'est pas très loin du club qui existait dans les années 70. Aujourd'hui, qui est capable de lancer un satellite de manière autonome? Bien sûr les États-Unis, bien sûr les Russes, bien sûr la Chine, l'Europe, le Japon, l'Inde, c'est plus tardif, mais l'Inde avait toujours fait preuve d'ambition dans le domaine. Et puis plus récemment, la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande, d'une part, le fait en étant très proche des États-Unis, et d'autre part, c'est de petits lanceurs de petits satellites. Donc vous voyez que ce club, finalement, c'est celui qui préexistait dans les années 70. Il faut remplacer simplement Union soviétique par Russie, et puis il faut remplacer France par Europe, parce que le diamant en 65, c'était la France seule. Et on voit bien que, là encore, il ne faut pas se laisser fossiliser sa réflexion sur le type de moyens de mise en œuvre de ces satellites, parce que pendant ce temps-là, les autres bougent. On a réussi une success story extraordinaire avec la famille Ariane, et on espère bien qu'Ariane 6 sera bientôt une réussite. Souvenons-nous qu'Ariane 5 avait aussi connu quelques déboires, mais cette logique de gros lanceurs depuis Kourou doit être accompagnée de réflexions sur d'autres outils, sinon on va passer à côté de choses que d'autres ne s'interdisent pas de regarder. Sachez qu'il existe en ce moment en Allemagne 3 projets de lanceurs qui lancent des satellites, depuis des petits satellites jusqu'à un satellite d'une tonne, et qui les lanceraient depuis différentes bases de lancement qui seraient basées en Europe. Et en Europe, cette fois-ci, comme tu disais tout à l'heure, en Europe, sur le territoire européen, voyez au passage qu'il y aurait un certain coup de canif sur la notion de Kourou sport spatial de l'Europe. Et puis, il y a d'autres moyens possibles de lancer de tels satellites. Il existe dans le monde un certain nombre de projets qui sont sur la base d'un drone qui emporte un satellite, qui emporte un lanceur, qui lui-même emporte un satellite. Le concept n'est pas nouveau. On y avait travaillé dans les années 80, simplement la taille du satellite entraînait une taille de lanceur qui entraînait une taille d'avion, qui fait que on avait arrêté les études qui étaient menées notamment chez Dassault. Aujourd'hui, la réduction de tout ça a permis de faire des progrès. Je vous invite à regarder le site d'un industriel américain qui s'est dévoilé en 2019 ou 2020 et qui s'appelle Aevum. Aevum a dévoilé un système de drone qui doit être testé, je crois, cette année pour la première fois, sur ce même concept. Alors, il y en a une famille. Le gros est assez musclé, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien entendu, au passage, comme beaucoup de projets relatifs à l'espace aux États-Unis, l'appui financier américain, et notamment de l'armée de l'air, est colossal. Mais dans les arguments évoqués par Aevum, on y retrouve ceux que nous-mêmes avions développés côté Onera, je vais y revenir dans une seconde, mais il y a un argument sur leur site qui dit entre le moment où vous nous apportez votre satellite et le moment où on l'a mis en orbite, il se passe 3 heures. 3 heures. Alors imaginons même une seconde qui se trompe d'un facteur 10, 30 heures. Entre la livraison d'un satellite et la mise en orbite, on est dans le complètement révolutionnaire par rapport à ce qui se pratiquait jusqu'à aujourd'hui.
Et je disais que nous, on a travaillé sur le sujet. Quand la Commission européenne a, comme beaucoup de gens, pris conscience de ce qui se passait avec SpaceX et la première réussite de son lanceur réutilisable en 2014, la Commission a lancé un appel à projet sur un lanceur totalement ou partiellement réutilisable. On ne sait pas si elle a retenu 2-3 projets. Ce que l'on sait, c'est que le projet que nous, ONERA, on avait proposé, qui s'appelait Altaïr, et qui est basé sur ce concept d'un petit drone qui emporte, etc., a été retenu. Et on est allé jusqu'à un essai de démonstration fin 2019, si ma mémoire est bonne, à Kourou, où on a lâché à l'endroit où on le voulait, quelque chose qui n'était pas un lanceur, mais qui était une bûche. Donc on préfigurait juste le fait qu'on devait être capable de creuser ce type de sujet. Ce que l'on mettait notamment en avant, c'est la réactivité offerte par ce type de lanceur. Vous pouvez lancer ce type de vos satellites depuis une base aérienne et non plus depuis un port spatial. Donc vous voyez la souplesse que ça peut donner en matière d'utilisation. J'en viens au deuxième point de mon côté souverain de l'espace, la connaissance de ce milieu. Et cette connaissance qui était déjà importante, elle va devenir de plus en plus indispensable pour savoir ce qui se passe, sachant qu'on envoie de plus en plus de satellites. Je parlais de SpaceX, j'ai vu que la semaine, il y a quelques jours, en tout cas depuis le début de l'année, la fameuse constellation de SpaceX, ils viennent de lancer leur 2000e satellite. Nous, on le voit bien, puisque avec le système GRAV, dont je vais parler dans quelques secondes, on est passé de quelques années d'un référencement et de l'observation et du suivi de 2000 objets à 4000. Donc, ce qui se passe au-dessus de nos têtes est véritablement en train de se peupler. Là encore, milieu souverain, États-Unis, Russie, ils se sont dotés, et c'était les seules nations au monde à disposer dans les années 90 d'un outil de connaissance de la situation spatiale, de surveillance de l'espace. Et donc, la France a posé à l'ONERA la question du est-ce que l'on serait capable de déterminer les concepts susceptibles de nous faire un tel système. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a conduit à GRAV. Je signale au passage que GRAV, souvent on le voit cité comme un radar. Ce n'est pas un radar. Et d'ailleurs, ce n'est pas des radaristes qui ont fait GRAV. Ce sont des spécialistes de mécanique céleste. Le radar, il y en a un, c'est un outil. Mais toute la puissance de GRAV, c'est le fait qu'on a... Peut-être que tu expliqueras. C'est un système qui nous permet de savoir à tout instant où sont les 4000 satellites que l'on suit, que l'on positionne, que l'on observe. Et puis, on a identifié ces satellites par ailleurs en ayant corrélé des jours de lancement avec le type d'orbite, de trajectoire. Donc, on sait s'il est là que c'est un satellite de télécom, s'il est plutôt sur telle orbite, que c'est un satellite d'observation. Et avec ça, on a donc une connaissance des 4000 objets qui nous entourent et surtout une prévision et un suivi de ces objets. Et ça, au passage... donc ce système a été réalisé il est opérationnel depuis 2005. Il est opéré par l'armée de l'air et de l'espace depuis un observatoire qui est situé près de Lyon, au Mont Verdun. Entre la conception, la réalisation et le maintien en condition opérationnelle de ce système, jusqu'il y a 2-3 ans, où on a travaillé à son actualisation parce que les calculateurs commençaient à vieillir, etc., il a coûté au ministère des Armées 20 millions d'euros. Vous voyez qu'on est très loin des coûts habituels des programmes aéronautiques et spatiaux. C'est une manière, je disais que j'allais de temps en temps faire un éclairage par rapport à ce qu'avait dit Michel Duflot la semaine dernière, quand il a été interrogé sur le PIB, et notamment en comparant le PIB russe et le PIB italien. Vous voyez que l'argent ne fait pas tout en matière d'outils technologiques. Et je disais que j'allais faire quelques entorses aux technologiques pour parler un tout petit peu de géopolitique. Je disais donc qu'avant que GRAV arrive, seuls les Russes et les Américains publiaient sur le site d'un organisme qui s'appelle le NORAD les coordonnées de tous les satellites de tous les autres pays. Ce qui veut dire, y compris les satellites français et notamment les satellites militaires français. Le jour où ils ont su qu'on allait mettre en service GRAV, qu'on avait franchi les différentes étapes, le ministère de la Défense américain est venu trouver le ministère de la Défense français en demandant... C'est quoi vos intentions en matière de publication des données ? Et on a répondu, on fera comme vous.
Et depuis lors, les données des satellites français ont disparu des communiqués américains. Depuis lors, on a établi un partenariat, une collaboration d'échange de données avec les États-Unis. Et cette collaboration a même été élargie en 2015 à l'échange de données confidentielles défense, ce qui donne à ce partenariat franco-américain, je crois, un lien unique entre ces deux pays en matière d'échange sur de telles données. Voilà encore ce qui montre que dans ce domaine, on est bon. Oui, ce qui est important, ce que cet exemple souligne, parce qu'on voit bien que des démonstrateurs ont été mis en place il y a longtemps. Entre le moment où le démonstrateur a été mis en place, il aurait pu être développé plus tôt, si on avait mis davantage d'argent, et le moment où on s'est aperçu qu'il y avait une vraie nécessité stratégique à mieux connaître ce qui était déployé dans l'espace, de façon à savoir quels étaient les risques, vous voyez, les problématiques de débris spatiaux qui sont évoquées, etc. Il y avait quelque chose qui n'avait pas coûté si cher, qui ne demandait plus finalement qu'à être déployé, remis à jour, réactualisé. Mais il peut y avoir, donc c'est intéressant, mais on t'interrogera peut-être là-dessus tout à l'heure, il y a des choses dans les cartons donc on sait qu'on n'a pas développé parce qu'il n'y avait pas une nécessité à ce moment-là évidente ou un besoin immédiat, mais il y a des choses qui peuvent être dans des cartons qui mériteraient aujourd'hui d'être ressorties des cartons pour être actualisées, pour être redéveloppées. Aujourd'hui, il y a des réflexions sur... également sur quel est le besoin, parce que c'est là qu'il faut partir. Qu'est-ce qu'on veut, et en matière de connaissances spatiales, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'objets, des objets plus petits, certains sont sur des orbites plus lointaines. On le sait, je vous renvoie à la conférence de la ministre des Armées de septembre 2018, qu'il y a des objets menaçants, il y a des objets manœuvrants. C'est ça qu'il va falloir qu'il va falloir qu'on soit capable, de discerner. Et c'est bien sur ça qu'on est en train effectivement d'essayer de travailler. Oui, c'est ça probablement l'évolution. Alors, j'en arrive à la question. Qu'en est-il du risque de déclassement technologique pour la France? Et je pense que là encore, j'ai parlé de discrétion, de la communication, de certaines pudeurs dans des domaines comme le quantique, comme l'intelligence artificielle. Là encore, on n'agit pas en matière de communication comme le savent le faire si bien les Asiatiques ou les Américains, ce qui ne veut pas dire du tout qu'on est déclassé. Dans des domaines comme le niveau de la France et de l'Europe en matière de recherche en intelligence artificielle est absolument remarquable. Et si vous regardez l'indice d'impact des publications scientifiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous y verrez que l'Europe et les États-Unis sont très loin devant la Chine. Vous y verrez que dans le classement des 5 meilleurs européens, vous y trouvez 3 Français, entre l'INRIA bien sûr, Paris-Saclay, et puis Sorbonne Université. C'est pour ça que j'ai choisi ça comme exemple. Je ne pouvais pas rater ce clin d'œil ici. L'INRIA, il fait jeu égal avec le MIT, il fait jeu égal avec le Carnegie Mellon, il est loin devant IBM. Donc, encore une fois, ne nous sous-estimons pas là-dedans, ne confondons pas savoir-faire et communication parfois outrancière. Tu l'as dit, entre autres choses à bien avoir en tête, il faut savoir de temps en temps revisiter les cartons. Il y a des choses, il y a des concepts, il y a des idées qu'on pouvait imaginer et puis qui n'étaient pas réalisables à une époque. Et peut-être que les progrès réalisés aujourd'hui permettent maintenant d'y travailler. On voit aussi qu'un certain nombre de choses se passeront dans le temps long. Donc il faut avoir aussi la patience d'attendre parfois, parce que de l'innovation jusqu'au produit final, ça peut prendre du temps. Mais voyez bien que moi, la réponse, est-ce que la France aujourd'hui a un retard technologique dans la défense? Je serais assez tenté de dire non, mais en disant pas encore. Et donc, il faut être vigilant. Et donc, il faut continuer à savoir
travailler sur ces secteurs stratégiques dont j'espère quand même vous avoir montré que on est loin d'être derrière et on est même parfois devant. Il y a quelques sujets que je n'ai pas abordés, qu'on abordera peut-être dans les questions. Un élément qui est important aussi, et je pense que ça nous a pas mal parasité au niveau notamment européen ces dernières années, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'aversion au risque. Si vous réussissez toutes vos recherches, c'est que vous n'êtes pas assez ambitieux. Il faut savoir se planter, on apprend beaucoup aussi de ces échecs. Or, on le voit bien, le modèle de nos industriels, qui est quand même basé sur une rentabilité économique de court terme, les amène pas, et c'est logique, à prendre des risques avérés. Les partenariats, les logiques de partenariat, ça n'incite pas non plus à prendre des risques, mais les établissements publics de recherche sont faits pour ça. Pour aller titiller l'impossible, seul ou en bande. Tu as cité les associations, enfin une des associations européennes tout à l'heure. Ça sert aussi à ça. Regardez ce que fait la DARPA aux États-Unis. La DARPA revendique un taux d'échec très impressionnant dans ce qu'elle lance. Mais à l'arrivée, ce qui sort, c'est quand même assez intéressant. Autre élément important à avoir en tête, alors, il y a quelque chose sur lequel je crois tout le monde s'entend. On a aujourd'hui une industrie aéronautique spatiale de défense, qui est quand même dans le haut du spectre de ce que l'on peut trouver au niveau mondial, avec des produits et des programmes qui sont suffisamment bons pour bien s'exporter. L'aéronautique et la défense sont quand même l'un des rares contributeurs positifs à la balance économique de notre pays. Il est toujours dit, et c'est vrai, que ce qui fait le succès de ces programmes, c'est les technologies qui les ont préparés. Et on enchaîne donc en disant, et donc si on veut être toujours très fort demain, ben, il faut préparer les programmes de demain avec les technologies d'aujourd'hui. Je suis 200% d'accord avec cette affirmation. Et je me souviens d'avoir vu quelqu'un que tu connais très bien comme moi, qui est François Hauck, dire un jour à un colloque spatial, vous comprenez, c'est une question de distance et de vitesse de la lumière. Et comme j'intervenais un peu après lui, ben, j'ai invité l'assistance à s'intéresser à l'origine de la lumière. Parce que l'origine, ce n'est pas la technologie. La technologie est préparée par la recherche est préparée par la science. Si on oublie les deux premières étapes, on aura ce même phénomène qu'on veut éviter. Simplement, il arrivera plus tard. Ce serait d'autant plus dommage que ces deux premières étapes sont, et de très loin, et pour des raisons totalement objectives, beaucoup moins coûteuses que les démonstrateurs, les technologies, et bien sûr derrière les programmes, l'industrialisation. Enfin, dernier élément, ça rejoint à ce que tu disais sur les cartons, il faut savoir sortir de certains types de préjugés. Moi, celui qui m'a pas mal agacé ces dernières années, c'est quand j'ai découvert que l'ONERA proposait de travailler en 2000 sur les lanceurs réutilisables et qu'on lui a opposé, mais non, travaillez pas là-dessus, ça marchera jamais. On voit bien qu'Elon Musk n'a pas écouté ceux qui ont dit ça à l'époque. Donc, ayons cette capacité de se poser quand même des questions. Est-ce que ça va pas arriver? Est-ce qu'on va pas être capable de faire quelque chose de nouveau? Et je terminerai par cet adage dans lequel qu'on entend souvent dans la recherche, mais dont j'ai pas réussi à attribuer la paternité. Ce n'est pas en améliorant continuellement la bougie qu'on a inventé l'électricité. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vais passer assez vite la parole à la salle. Il y a juste une question qui nous est venue, mais je pense qu'elle peut permettre de mettre un peu aussi en contexte, en perspective ta conférence. Elle concerne l'ONERA. Et donc, c'est vrai que les gens s'intéressaient, tu l'as évoqué à un moment, l'histoire, etc. Peut-être que voilà, c'est une question d'un étudiant de savoir comment c'était constitué et aussi comment cette recherche était protégée. Parce que, comme tu as parlé de partenariat, de coopération sur des sujets qui sont forcément très sensibles, quelles sont voilà, les conditions, les modalités de la protection. Et puis, alors j'en avais une qui était un peu plus prospective, c'est-à-dire que on voit bien à travers... alors évidemment, tu as traité du pan aérospatial, enfin aérien et spatial, parce que c'est la spécialité de l'ONERA, pas forcément de technologies qui sont dans d'autres domaines de la technologie ou dans d'autres domaines. On va avoir une programmation militaire à remettre un peu à plat. Est-ce que... voilà, est-ce qu'on est bien sûr que l'input technologique, ce qu'il y a dans la recherche, innerve toujours la préparation de ces exercices de programmation qui sont un peu reconduits
je dirais, d'un exercice sur un autre, ne serait-ce parce qu'on sait que voilà, la fabrication d'équipements, ça prend beaucoup de temps, etc., mais sans que jamais on se dise, on est encore en train, par exemple, c'est pas parce que tu évoquais le missile russe anti-porte-avions, mais voilà, de dire qu'on risque de fabriquer des familles de cuirassés pour la Seconde Guerre mondiale au lieu des bâtiments, justement au lieu des porte-avions qu'il aurait convenu d'avoir à l'époque et qu'on a développé plus tard. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je ne fais pas du tout une fixation sur le porte-avions et la problématique du zircon, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là de se dire, mais bon, on va passer, on est en train de passer, à la fois en termes de production des armes, de miniaturisation, de nombre, d'évoquer le fonctionnement en essaim des drones, à des logiques qui sont très différentes des logiques qu'on a connues, en tout cas dans la seconde moitié du XXe siècle, tant du point de vue de la fabrication que dans la mise en œuvre des équipements, la sortie de l'homme des machines, etc. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça vaudrait la peine que l'exercice de programmation militaire des équipements... Alors, il y avait avant un vieux plan qui était le PPP à 30 ans, qui n'existe plus, qui permettait justement de dire, dépassons, bien sûr, il faut une programmation à 5 ans, mais ce n'est pas avec une programmation à 5 ans qu'on éclairera les enjeux futurs, qui sont ceux que tu as largement évoqués à partir notamment des problématiques concernant les ruptures qui interviendront avec le quantique ou avec, par exemple, l'hypervélocité quand on atteindra les performances que tu indiques. Voilà, la question plus prospective, et la première, elle est sur l'ONERA, et ensuite la parole à la salle. Alors, l'ONERA. L'ONERA est né, c'est un enfant du Conseil national de la résistance. L'ONERA est né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec des gens qui se sont dit oula, quand on voit ce qui s'est passé dans l'espace aérien militaire au cours des années précédentes, on a intérêt à être un peu mieux prêt la prochaine fois. Autrement dit, la France, qui avait une certaine suprématie militaire aérienne 10 ans plus tôt, s'était fait dépasser. Et donc les gens se sont demandé comment résoudre ce problème, et on a décidé de créer un objet qui allait regrouper un certain nombre d'entités et auquel on allait demander de permettre de retrouver une certaine suprématie dans le domaine aérien et dans le domaine aérien militaire. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'ONERA a été placé, compte tenu de cette genèse guerrière, sous la tutelle d'un ministère qui s'appelait à l'époque le ministère des Armées, comme quoi l'histoire était parfois un éternel recommencement. Et contrairement à d'autres organismes de recherche, il est resté sous la seule tutelle du ministère des Armées, pas de tutelle partagée. Je n'ai pas trouvé d'explication rationnelle précise, mais pour moi la meilleure explication est sans contexte le fait qu'on travaille dans beaucoup de domaines extrêmement sensibles, la dissuasion, le renseignement, qui sont des domaines protégés, donc ce n'était pas forcément une bonne idée d'ouvrir la tutelle de ce type de domaine à d'autres ministères. Et puis, bien sûr, les missions de l'ONERA ont ensuite été élargies à autre chose, à l'aéronautique et au spatial, et à d'autres enjeux de défense. C'était aussi intéressant de noter que ce sont les mêmes gens qui, avec ce même côté du « oh là, j'ai intérêt à être mieux prêt le coup suivant », sont à la base du CEA. Et on retrouve notamment dans les parents communs du CEA et de l'ONERA un Frédéric Joliot-Curie, par exemple. Et puis derrière, une quinzaine d'années se sont passées, et là est arrivé le général de Gaulle qui a dit « je veux la dissuasion, je veux l'accès indépendant à l'espace », dont on a parlé plus tôt. Et pour faire ça, il y avait besoin de 3 objets. Il y en avait un qu'il fallait créer, qui n'existait pas, c'est ce qu'on peut appeler le concepteur des grands programmes d'ensemble de la dissuasion, dont les missions ont là aussi été élargies. C'est là qu'est née la DNA, ancêtre de la DGA actuelle. Il fallait faire l'arme nucléaire, puisque pour faire l'arme nucléaire, pour faire le nucléaire civil, on avait le CEA qui fonctionnait bien depuis 15 ans. On a plugué sur le CEA la direction des armes, de l'application militaire du CEA. Et puis pour ce volet accès indépendant à l'espace,
Comme il y avait un outil qui avait développé les premières charges utiles satellisables, qui avait été pas mal impliqué dans ce qu'allait être la base de diamants ou des missiles balistiques, qui était l'ONERA et qui fonctionnait bien lui aussi depuis 15 ans, en langage aujourd'hui, on a dit à l'ONERA, est-ce que tu ne voudrais pas faire Ariane ? Et la réaction de l'ONERA était de dire non, parce que ça, c'est un boulot d'agence. Moi, je suis un organisme de recherche, à chacun son boulot. Et donc, c'est véritablement la seule évolution significative du contrat qui lie l'État et l'ONERA depuis pas loin de 80 ans bientôt de sa création. C'est qu'on a inscrit dans ses fondamentaux, avec le CNES étroitement, tu travailleras, dans le domaine spatial, avec un CNES auquel on écrivait dans les fondamentaux, avec l'ONERA, étroitement, tu travailleras. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas au travers des âges. On a essayé de remettre ça sur une période de haut récemment. C'est intéressant aussi de noter que dans les attendus de la loi qui créait l'ONERA, avait été perçu comme une faiblesse le fait que la recherche en aéronautique était dispersée entre beaucoup trop d'organismes et qu'il fallait donc la concentrer sur un seul. J'ai le sentiment qu'on a un peu oublié ça aujourd'hui, avec la multiplication d'un certain nombre d'autres outils et acteurs. Ça mériterait peut-être de se poser des questions. Par exemple, je rappelle qu'on a créé il y a une vingtaine d'années, tu parlais de retrouver ces savoir-faire de la recherche. Alors, dans une loi de programmation, ça veut dire aussi dans les produits industriels. Donc ce lien entre la recherche fondamentale et l'industrie est important. C'est typiquement dans les gènes de l'ONERA. D'emblée, quelqu'un a dit... c'est bien beau qu'on puisse imaginer vouloir réacquérir une certaine supériorité dans le domaine, mais encore faut-il que ça se retrouve dans les gènes dans les programmes des armées, donc chez les industriels. Et du coup, on a donné à l'ONERA ce statut d'épique, ce lien fort avec l'industrie, qui se traduit encore, par exemple, par le fait que j'ai aujourd'hui à mon conseil d'administration, sur mes 7 personnalités qualifiées, j'ai 4 représentants de l'industrie. Il y a ce lien qui a été mis en place. Et donc ce lien recherche fondamentale, depuis le fondamental jusqu'à l'appliqué pour aller vers le produit industriel, elle avait été dans le secteur imaginée très tôt, ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres milieux, d'où la création d'un certain nombre d'outils nouveaux, mais c'est peut-être regrettable qu'on ait du coup généralisé ces outils nouveaux, y compris en les intégrant dans le domaine aéronautique, avec parfois ce qu'on pourrait qualifier d'escroquerie économique. Dire qu'un institut de recherche va travailler pendant 10 ans sur cofinancement État-industrie et qu'au bout de 10 ans, il vivra de ses redevances, de ses brevets. Si l'ONERA avait dû vivre de ses redevances, de ses brevets, on ne serait pas là aujourd'hui, et on sera encore moins là demain. Donc voilà en tout cas pour le côté historique et l'arrivée. Je précise aussi que à un moment, ces outils conçus à une époque lointaine, il faut avoir le courage de se reposer la question du 46-2015, le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde a changé. L'État a changé, l'Europe, l'industrie a changé. Donc, quel est le positionnement et le rôle d'un organisme public, qu'il soit de recherche, qu'il soit une agence, on voit bien qu'il se passe une réflexion de ce type-là autour du CNES aujourd'hui. Il faut se reposer cette question, il faut apporter des éléments de réponse, il faut co-construire à nouveau ça, et c'est ce que l'on a fait avec nos partenaires étatiques et industriels, et on a redéfini un modèle ONERA en 2015, tout en redécouvrant que les missions fondamentales, finalement, elles étaient encore très bonnes. Encore une fois, cet avenant près du CNES, c'est vraiment la seule occasion. Alors comment faire en sorte qu'on ne passe pas à côté de choses dans les lois de programmation ? Je pense qu'on passe à côté de choses, c'est clair. Un des bons moyens, je crois, c'est quand même de mieux faire connaître et de mieux faire savoir ce que l'on fait aux gens qui préparent cette loi de programmation. Donc, on voit de plus en plus d'opérationnels
venir regarder ce qui se passe à l'ONERA, puisque je parlais de discrétion de communication. Du coup, on a essayé, nous, ces dernières années, de s'affranchir de cette discrétion. Alors, on avait à la fois la discrétion du scientifique et la discrétion liée à la confidentialité de défense ou de l'industrie. Donc, ça nous amène à certaines limites, mais on avait quand même une certaine marge de manœuvre. On avait aussi un portefeuille d'acquis assez intéressant. Je vous invite, si vous ne les avez jamais vus, à regarder un document qu'on a sorti qui s'appelle « Les pépites de l'ONERA ». Vous verrez ce que cet organisme a été capable d'apporter, est encore capable et apportera encore à ce pays. Et puis, c'est peut-être, quand on essaie de se poser des questions de fond sur un domaine particulier, il a été beaucoup question de spatial, il en sera encore question dans quelques temps. Quand, après avoir fait son discours sur le côté, le ciel devient, l'espace devient menaçant, devient chargé de menaces, la ministre des Armées a initié une réflexion stratégique au sein du ministère, mais au sein du ministère, plus l'ONERA. Nous avons été impliqués dans cette réflexion de manière à ce que nos opérationnels puissent, opérationnels au sens très large, ça inclut bien sûr les gens côté TGA, puissent disposer de cet éclairage et de cette vision de ce qui pourrait être scientifiquement en recherche, plus tard en technologie accessible. Ça a contribué à cette stratégie. Mais bon, je vais te poser une question dans ce que la réponse. C'est un peu étonnant qu'il n'y ait quand même pas au sein du ministère de la Défense un document régulièrement actualisé en fonction de l'évolution de l'état de l'art, des connaissances, des techniques, qui soit un document oui, de programmation d'équipements futurs. Le fait, tu parles des pépites de l'ONERA, qui est un document de communication de l'ONERA. Le GDSN avait fait choc futur, ces nouvelles technologies. Qu'une réflexion comme celle-là soit pas régulièrement portée, bien sûr en contact avec forcément avec les responsables militaires, mais c'est pas forcément avec vocation d'ailleurs à être rendu public. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait pas ce travail de réflexion qui devrait être préalable à la construction d'une programmation. Puisque c'est bien forcément à un moment, ce travail de programmation, il doit être à la fois l'expression du besoin des armées, mais au regard d'une connaissance de l'évolution des technologies qui peuvent modifier cette expression de besoin. Or ça, on n'a pas l'impression qu'il y a une espèce de boîte de conversion qui fonctionne vraiment. Il n'y a pas rien. Il y a évidemment des gens qui réfléchissent, il y a des directions, il y a la DGA, mais voilà... Il y a quand même des mécanismes de programmation glissante. Il y a quand même... Parce que ce qui est important dans ce que tu disais aussi, c'est qu'il faut que de tels outils, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine qu'ils englobent, soient régulièrement revisités. Tu parlais du PP30 tout à l'heure. Éclairer à 30 ans, c'est quand même très compliqué. Imaginons que la société civile américaine ait fait en début 90 un PP à 5 ans. Et personne n'aurait mis les téléphones portables, personne n'aurait mis Internet, et qui ont quand même été des révolutions complètes. C'est difficile de prévoir les révolutions. Mais ça n'empêche pas, effectivement, en tout cas, ce qu'il faut bien voir, c'est d'être capable de les identifier, de les porter et de les injecter au bon moment. Quand on est la Chine ou les États-Unis, on a de toutes les façons pas de grosses difficultés à tout d'un coup ressortir des cartons, voire évoluer une technologie tellement rapidement qu'on va pouvoir la transformer en un programme d'équipement opérationnel à peu près validé en cours d'une dizaine d'années. Quand on gère des ressources très rares, comme en France, avec des moyens qui sont forcément limités, le choix il est absolument crucial. Donc il écarte quelquefois des choix qui pourraient être... les vrais choix du futur, parce qu'on est forcément dans la nécessité de financer. On finance aujourd'hui des équipements qui ont été décidés à la fin des années 90, oui, encore au début des années 2000.
Donc, et ça parce qu'on n'a pas la masse budgétaire qui nous permettrait de faire des changements, de modifier des standards, etc. Donc si on n'a pas un accompagnement de la réflexion des technologies qui permettent de faire des virages quelquefois plus rapides sur l'aile en disant voilà, il vaut mieux se mobiliser sur telle technologie qui est la technologie du futur en abandonnant des technologies qui sont régressives. C'est d'autant, en tout cas, cette réflexion, il me semble qu'elle ne peut pas être portée collectivement par les Européens. Aujourd'hui, les secrets, voilà, tout ça ne peut pas être partagé à 27. L'Europe, en plus de ça, industrielle, est une Europe très inégalitaire. Il y a à peu près 5-6 pays qui ont des industries de défense, donc qui sont vraiment impliqués sur ces enjeux technologiques et stratégiques. Et par ailleurs, il y a des budgets d'équipement qui sont limités, donc on ne peut pas avoir de risque de redondance ou de choix de multiples technologies en disant finalement on prendra, comme le font parfois les Américains, le programme qui a effectivement été celui qui a créé une rupture ou créé une percée. Pour construire ça, ça à plusieurs niveaux. L'outil, ce qui devrait être la brique de base, c'est déjà la définition de besoin et c'est la vision stratégique. Et ça s'appelle un livre blanc. Et un livre blanc qui devrait éclairer 30 ans, je crois qu'on en a déjà connu 3 ou 4 tous les deux, non ? Largement. Hein. Donc on voit bien que même sur ce dimensionnement stratégique, imaginer avoir un outil de longue durée, c'est revisiter régulièrement. Effectivement, ensuite, derrière, faut être capable, effectivement, de faire des choix, d'arbitrer. Je pense qu'il faudrait être capable de renoncer plus souvent à des choses qui sont en cours qu'on ne l'a fait. On a failli le faire à un temps ancien où on s'est connu, comme tu l'évoquais tout à l'heure, mais ça n'a pas eu lieu. Disons que la fin de la guerre froide, on retourne vers General Motors, mais a fait que tout d'un coup, on a quand même eu, dividende dès la paix, nécessité budgétaire de ferrailler toute une série d'équipements et de matériel, de parcs qui étaient inutilisables et qui a permis de réinvestir notamment sur des équipements conventionnels qui s'avéraient d'autant plus indispensables que la guerre du Golfe avait bien mis en évidence un certain nombre de leçons d'inadaptation de nos équipements. Aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas ce choc de contexte stratégique qui impose ces choix plus drastiques, mais il y a un changement que tu as évoqué dans plein de domaines du paysage technologique qui devrait, d'une certaine manière, provoquer une réflexion de cette ampleur. Oui, et pas que dans le domaine militaire. Non, sans doute. Je parlais de stratégie spatiale militaire d'évolution. Bien sûr. Je pense qu'on est en train d'essayer de faire quelque chose d'équivalent du côté du civil. Il faut faire quelque chose du côté du civil. On me fait les gros yeux parce que c'est vrai qu'on a... Voilà. Alors, la question est à la salle et d'abord aux étudiants. La parole est à la salle. Monsieur Wardès. Bonsoir, Monsieur Saint-Jean. Merci pour votre conférence. Et j'aimerais revenir avec vous, s'il vous plaît, sur notamment cette question de l'arsenalisation de l'espace que vous avez évoquée plus tôt. Et il se trouve qu'au 2 février 2022, un satellite NROL 87 a été lancé sur orbite par l'entreprise privée SpaceX. Commandé en février 2019 par l'US Air Force, puis construit par la National Reconnaissance Office américaine, il s'agit probablement d'un satellite espion et potentiellement d'une série de 7 que l'agence américaine a prévu d'envoyer dans l'espace pour l'année 2022. Et alors, face à ce constat, j'aurais 2 questions, mais qui se recoupent. Peut-on raisonnablement attendre une telle efficacité entre services publics et entreprises privées européennes dans les années à venir à l'échelon de l'Union européenne? Et quelle serait la marge de manœuvre de ces satellites dits espions? On va prendre trois questions. La parole circule. Monsieur Dallison, il y a d'autres... Oui, là-haut. Faites passer le micro là-haut. Merci. Merci, Monsieur Saint-Jean, pour votre conférence très détaillée. Nous parlons beaucoup du lien entre l'aviation, l'environnement. Et il y a une question qui se dégage sur la maîtrise de l'impact environnemental du trafic aérien. Je pense notamment à votre optimisme concernant la possibilité d'éventuellement voir d'ici 2035 des avions à hydrogène. Quels sont les acteurs impliqués dans ces projets-là et quelles sont les avancées de ce projet? Merci. Merci. Monsieur, un des étudiants oui. Encore.
Donc la Banque de France, dans une note qu'elle a publiée en octobre, elle entend préciser quels sont les investissements durables du point de vue social et écologique. Évidemment, elle exclut l'armement de ce champ, alors que la France a précisément une industrie de défense plutôt éthique et qui contribue à sa façon à la transition écologique. Sans financement, la France risque une sortie de piste technologique et le déclassement qui va avec. Comment éviter de sombrer dans ces écueils moralistes et jouer à armes égales, la France comme l'Europe, dans le concert des nations? Merci. Bruno, on te laisse répondre, et puis après on reprendra une autre série. Alors, l'espace américain, je crois qu'il faut quand même ne pas oublier que les financements côté États-Unis viennent fortement du ministère. Ce sont des financements publics, viennent des armées. Je l'évoquais tout à l'heure quand je citais l'Air Force et AEVOOM, mais derrière SpaceX au départ, il y avait la NASA, il y avait des financements importants. Il y a les volumes aussi. On verra. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse, en Europe, dégager autant de lancements de satellites, et notamment de lancements de satellites militaires, que ce que l'on peut voir côté américain. Et ça, c'est un facteur dimensionnant. Faut pas trop vouloir faire de l'espace un milieu commercial, quelque part. On n'a jamais lancé que quelques satellites par an. Ils en lancent quand même énormément. Le marché véritablement ouvert et commercial. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la force de Thales, Alenia Space et d'Airbus Defence and Space. Je pense qu'ils ont démontré effectivement qu'on pouvait être très bon dans le domaine satellitaire. Et puis, quelque part, ne pas oublier que derrière ce côté capacité de lancement, la base, elle est moins économique que stratégique. Donc, après, des satellites, qu'est-ce qu'il faut attendre de quoi peuvent être capables ce genre de satellites? Il y a un certain nombre de choses qu'on est en train d'essayer de regarder maintenant et sur lesquelles je ne rentrerai pas, mais pour justement essayer de faire une petite attaque défense spatiale et voir aussi au passage, n'oubliez pas cette dimension-là, ce que l'on voit depuis le sol, et on le verra d'autant mieux qu'on l'aura programmé et qu'on le pilotera. La question 2, alors là j'ai combien de temps? Parce que l'aviation décarbonée. Je crois que ce qu'il ne faut pas oublier déjà, c'est que si on veut décarboner l'aviation, il faut le faire dans tous les secteurs. Et ça veut dire depuis l'hélico jusqu'à l'aviation d'affaires, en passant par les avions moyen courrier, les avions long courrier, il faut s'attaquer à toute la chaîne. Je trouve honnêtement que c'est l'un des grands mérites du plan de relance qui a été mis en place et annoncé. Je ne sais même pas si on était juste sorti du confinement, je crois. L'autre grand mérite étant que justement par rapport au PIA antérieur qui s'était avant tout intéressé à du court terme et à des démonstrateurs, ce PIA a pris soin d'examiner tous les aspects, et tous les aspects à la fois, les différentes composantes, moyen, long courrier, etc., les différentes échéances, parce qu'il y a des choses qui sont accessibles à court terme, il y a des choses qui sont accessibles à plus long terme, voire des choses qui ne le seront peut-être pas, mais rien n'empêche d'essayer d'y parvenir. Et donc, qui s'est intéressé aussi aux aspects les plus fondamentaux. Par exemple, la DGAC nous a financé pour mettre en place, avec l'Institut Pierre-Simon Laplace, spécialiste de tout ce qui est climatologie, une capacité d'analyse et production de données objectives sur un certain nombre de phénomènes générés par l'aviation. Parce que les incertitudes aujourd'hui sur l'impact de tel ou tel phénomène sont telles qu'on ne sait pas si c'est bénéfique ou pas bénéfique. Donc on a intérêt quand même à progresser dans ce volet-là. Donc ce qui semble le plus facile à atteindre sur le court terme, parce que ça nécessite moins de remise en cause de beaucoup de choses, c'est l'injection de plus en plus importante de ce qui s'appelle les Sustainable Air Fuels, les carburants incorporant de plus en plus de carburants de synthèse. Et d'ailleurs, il y a même une démonstration qui a été faite en fin d'année dernière sur un
programme qu'on a appelé Volcan, où un Airbus a volé avec 100% de carburant de synthèse. Et nous, on a été impliqués là-dedans, et on est impliqué surtout dans la suite pour essayer de regarder ce que ça a donné sur ce que les moteurs ont généré en termes de fumée, de compositions diverses. Et des choses comme ça, il y en a un certain nombre. On regarde pour certaines applications de ce que peut donner l'électrique. Et puis vient également cette grande ambition de l'avion à hydrogène. Alors, c'est effectivement un grand défi. Vous dites que je suis optimiste. J'espère être optimiste et réaliste. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il faut quand même pas oublier que l'échéance, vous l'avez rappelé, c'est 2035, l'échéance qui a été fixée. Ça ne veut pas forcément dire pour un avion en ligne, hein, ça veut, enfin pour une gamme d'avions en service, c'est déjà pour avoir démontré qu'un avion est déjà réalisable, industrialisable, que c'est faisable. Mais en termes de défis, je parlais tout à l'heure de la conquête de la Lune par les Russes et les Américains. Je pense que quand le patron de la NASA a entendu Kennedy dire à la fin de la décennie on sera sur la Lune, il a certainement eu plus de sueur froide que ce que nous on a pu avoir en entendant cette ambition qui est ambitieuse, mais on a quand même une industrie très forte, on a quand même des moyens de calcul, des savoir-faire, hydrogène, on a avec Air Liquide un champion du monde de ce genre de produit. Donc oublions pas non plus qu'un avion à hydrogène, les Américains en ont fait voler un, c'était d'ailleurs pour leur force de dissuasion, dans les années 50. Les Russes ont fait voler un Tupolev, je vous oubliez le numéro, je peux vous le retrouver, mais qui était équipé d'une propulsion à hydrogène. C'était dans les années 80. Ils avaient transformé un Tupolev du commerce, si j'ose dire, en avion à hydrogène. Alors le problème, c'est que pour mettre toute la tuyauterie et tout le réservoir à hydrogène, mais il n'y avait plus de la place pour un passager. Et que, évidemment, commercialement parlant, ça devient moins rentable. Aujourd'hui, par exemple, un réservoir à hydrogène, on estime que ça prend 4 fois plus de place qu'un réservoir classique. Par contre, vous avez aussi des avantages parce que vous allez être plus léger. Donc du coup, au décollage, vous aurez moins de puissance de moteur. Vous allez moins consommer de carburant aussi. Il y a tout un tas de boucles comme ça qu'il faut faire itérer. Aujourd'hui, très clairement, pour un long courrier, les boucles n'itèrent pas. Alors vous trouvez des études américaines qui montraient que justement, en théorie, ça devrait être de plus en plus vertueux, plus on va loin. Du coup, les études sur l'avion à hydrogène de ce plan de relance se concentrent plutôt sur le moyen terme. Je pense aussi qu'on l'a vu, c'est pas forcément très connu. On sait que le secteur aéronautique et spatial français est l'endroit, et là je dis bien français, est l'endroit qui attire le plus les jeunes qui sortent des écoles d'ingénieurs. Quand vous prenez les classements, chaque année, dans le top 5, vous trouverez Dassault, Safran, Thales, Airbus. Je ne sais pas dans quel ordre. Je précise que si je précise français, c'est parce qu'en Allemagne, il faut aller à 16e place pour avoir Airbus. C'est d'abord l'automobile qui vient chez eux. Ce qui est moins vu, c'est qu'après avoir fait une première expérience dans ce secteur, il y a pas mal de jeunes qui changent de domaine. Et qui changent de domaine parce que c'est autant rentrer chez Aérospatiale il y a 40 ans et puis faire un coup du Concorde, un coup un Airbus ceci, un coup un autre Airbus très différent. Ça pouvait être motivant en prenant bien sûr du galon au fur et à mesure. Autant faire des Airbus à 320 Neo ou entendre, du Neo, du sur-Neo, du sur-sur-Neo, ou entendre un Tom Enders se dire j'ai 10 ans de production, pourquoi je ferais de la recherche, ça a démotivé les gens. Avec à la fois ces ambitions techniques, technologiques, scientifiques, compliquées qui sont sur la table, et par ailleurs les enjeux sociétaux auxquels évidemment les jeunes sont très sensibles, et il n'y a pas que, Dieu merci, on doit avoir un moyen de mobiliser des forces et des énergies de manière assez intéressante. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a déjà pas mal de progrès qui ont été réalisés dans le passé en termes de réduction de consommation des avions. Et puis je pense qu'il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup non plus, qui est la dimension bruit et les gains potentiels
en matière de bruit. Et j'ai eu l'occasion, il y a une quinzaine de jours, d'aller voir et voler, et même piloter d'ailleurs, ça c'était risqué, l'hélicoptère H-160 d'Airbus. Vous savez, c'est celui qui a ses épaules en forme de boomerang un peu bizarre. L'histoire mérite d'être racontée, là encore, parce que ça nous rappelle ça en revient aux quelques fondamentaux finaux que j'évoquais tout à l'heure. Le concept vient des aérodynamiciens de l'ONERA au début des années 90, qui se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le bruit d'un hélicoptère après avoir observé que ce qui génère ce bruit, c'est le fait que les pales étant linéaires, elles viennent frapper de manière linéaire les ondes de choc des pales précédentes, et du coup, ça crée cette espèce de mouvement de bruit amplifié. Si on arrive à être moins complet, peut-être qu'on gagnera en bruit. Ils ont réussi à convaincre la DGA à l'époque, ce qui s'appelait la DRET pour les plus anciens, qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. On a commencé à travailler là-dessus à partir de la page blanche. Les industriels, d'ailleurs, étaient plutôt contre au départ, en disant « mais oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça marchera jamais ». On retrouve un peu ce que je disais tout à l'heure sur SpaceX. N'empêche qu'on a avancé. Ils ont avancé, ils ont bien avancé, ils ont été suffisamment convaincants et démonstratifs pour qu'après la DGA, ce soit la DGAC qui prenne le lien. On est rentré dans une logique qui était franco-allemande avec la création d'Eurocopter. On a avancé là-dessus, on a produit une pale brevetée ONERA. Et je parlais de brevets, même dans mes plus beaux rêves, les brevets de cette pale n'entretiendront jamais une journée de masse salariale de l'ONERA, ou presque. Donc, encore une fois, il faut bien relativiser. Moyennant quoi, d'étape en étape, on est arrivé à un hélicoptère qui, aujourd'hui, affiche un bruit divisé par 2 par rapport à... C'est assez impressionnant de le voir à Marignane, enfin de le voir, surtout de l'entendre, et d'entendre la différence par rapport à la génération précédente. Donc cette recherche de bruit a été obtenue et accessoirement, pour une même portée, on a gagné 20% d'émissions en CO2. Donc on a même gagné sur les 2 tableaux. Et dernière chose, parce que l'histoire est aussi là-dessus assez amusante, c'est que alors que l'ambition initiale d'Airbus Hélicoptère était d'en faire un hélicoptère purement civil, son premier client aujourd'hui, c'est le ministère des Armées, c'est la gendarmerie, qui vont être les premiers équipés. Donc on est même revenu sur du côté militaire. Et dernière leçon à retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas oublier de laisser la place dans une programmation de recherche à ce qu'on peut appeler le bottom-up. Ne pas avoir que de la recherche pilotée par un besoin, et notamment un besoin industriel ou opérationnel, parce que là, on sera que sur du court terme. Il faut laisser aussi le système offrir leur chance à des idées totalement innovantes, parce qu'aujourd'hui, avec cet hélicoptère, je crois qu'on peut dire qu'on a un hélicoptère disruptif. Mais il aura fallu être patient. Bruno, il y avait la question en haut, et puis je vais prendre 1 ou 2 questions de la salle. Sur l'Europe, la défense, comment on peut se positionner là-dessus? Comme tout ce qui est européen, un des problèmes, c'est finalement qu'on est bon dans les différents domaines, que ça aille de la science, de la recherche jusqu'à l'industrie, des PME. Là où pour faire des réponses à des appels à projets, il faut mettre pas mal de drapeaux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille bien si on veut être capable de répondre convenablement et quand même de bien se positionner sans disséminer nos savoir-faire. Et par exemple, le dernier appel à projet européen qui porte un acronyme barbare qui doit s'appeler EDIDP, je crois, nous, on a fait 8 propositions, on a été retenu sur 6. Et notamment, et ça ne vous surprendra pas avec ce que je vous ai décrit tout à l'heure, on a été retenu sur tout ce qui est surveillance de l'espace. Donc c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance. Il faut qu'on se positionne. Louis évoquait tout à l'heure le fait que j'avais été président de l'EREA, donc l'Association européenne des établissements de recherche en aéronautique de 2016 à 2018. On a créé en 2016 une association équivalente, d'ailleurs que je préside encore pour 3 mois, c'est dans le domaine du spatial. Et on est en train de poser les bases de la même chose avec 6 autres établissements publics de recherche dans le domaine de la défense pour essayer de se positionner là-dessus. L'Europe nous utilise également pour ce qu'on pourrait qualifier des partenariats stratégiques. Par
Par exemple, quand on veut essayer de faire quelque chose, un projet commun dans le domaine de l'aviation entre l'Europe d'un côté et des pays comme les États-Unis, le Canada ou la Russie, elle demande très souvent à l'ONERA de se positionner comme leader dans les discussions. On a également de bons positionnements et de bons résultats sur les appels à projets européens. Je parlais du bruit à l'instant. Je considère que c'est quand même pas un hasard si les deux appels à projets, il y a eu un appel à projet en 2017, un appel à projet en 2020 sur la réduction du bruit des avions. Chaque fois 3 projets retenus, chaque fois 3 projets pilotés ou coordonnés par l'ONERA. Il y a des savoir-faire là-dessus. L'Europe a lancé dans le domaine de la décarbonation avant même le confinement et avant même que le phénomène monte en puissance, si j'ose dire, un projet qui s'appelle IMOTEP sur de la propulsion hybride électrique, là encore, pour aller vers une aviation moins décarbonée. Elle associe 33 acteurs dans le domaine, c'est des industriels, c'est des académiques, et on en a côté ONERA le pilotage. Donc vous voyez qu'il y a une espèce d'apprentissage pour travailler à plusieurs. Je pense que notre position, à la fois en national et à la fois au niveau européen, si l'on prend soin, et c'est ce qu'on a fait, de se fédérer entre établissements qui se rassemblent, qui se ressemblent. On peut jouer cette espèce de rôle de pont que j'évoquais tout à l'heure et qui va de la recherche à l'industrie. On a orienté le changement de gouvernance de la Commission européenne donc dans les nouveaux appels à projets qui vont partir, en faisant co-signer à l'ensemble des associations industrielles, académiques et nous, établissements de recherche, de mêmes règles simples de gouvernance, dont celle que j'évoquais à l'instant du « surtout, il faut laisser de la place aux idées qui arrivent des chercheurs, ne faisons pas que du top-down ». Bruno, si tu es d'accord, là on prend 2 dernières questions. Il y a François Sambussi. Est-ce qu'il y a une autre question ? Monsieur, alors le micro en bas et ensuite qui remontera. Ici, plus bas, merci. Puis ensuite, s'il y a un micro qui peut passer, là je crois monsieur là-bas. Alors. M'entend ? Oui, bon. Très bien. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre brillante intervention. Même pour un néophyte comme moi, est tout à fait accessible. Merci. Et plus sérieusement, j'ai une question concernant la mise en place du Brexit. Est-ce que cela risque d'interférer d'une façon négative dans la coopération européenne vis-à-vis du spatial et de l'armement ? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, existe-t-il à l'heure actuelle une coopération avec la Russie dans le domaine du spatial? Merci, monsieur. Dernière question. Une question rapide. Vous avez brillamment parlé des développements de l'épée, mais est-ce qu'il y a aussi des recherches sur la cuirasse? Très bien. La cuirasse. Les défenses antimissiles. Bon, on te laisse répondre. On a un petit peu de temps, mais vas-y. Alors, le franco-britannique et le franco-russe. Le plus simple, c'est les accords avec la Russie, le travail avec la Russie sur le spatial. C'est plutôt côté CNES qu'il faut poser la question, mais il y a des accords depuis longtemps entre le CNES et la Russie. Le président du CNES voit régulièrement son homologue, qui change d'ailleurs plus souvent que le président du CNES. Oui, le turnover là-bas a été assez rapide, mais... Oui, bien sûr, il y a une longue histoire dessus, de la même manière qu'il y a des coopérations aussi au niveau industriel, et c'est de longue date, ça, il n'y a pas de souci. Alors, les conséquences du Brexit, là, il faudrait y passer du temps, et sûrement des gens beaucoup plus compétents que moi là-dessus. Est-ce que ça a forcément à avoir des conséquences sur l'Europe? Prenez un programme comme Galileo, dont les Britanniques étaient quand même un bon contributeur. Au passage, après avoir essayé de faire en sorte qu'il n'existe pas ou qu'il soit dévalué. Du temps où j'étais au SGDN, j'ai beaucoup travaillé sur la sécurité de Galileo et le signal sécurisé qui va être utilisé pour la défense et pour la sécurité civile. Il faut voir comment on a dû se battre vis-à-vis de Britanniques ou de Hollandais qui défendaient la position qu'on n'avait surtout pas besoin de ce genre de choses. Mais toi, l'ONERA, vous n'avez pas d'accord spécifique avec un homologue britannique sur un programme qui serait compromis?
on n'a quasiment pas de contact avec les Britanniques. Comme je le disais tout à l'heure, dans le domaine de l'aéronautique, et c'est pas faute d'avoir régulièrement demandé, en tant qu'ONERA comme en tant qu'EREA, à diverses autorités britanniques de nous désigner un interlocuteur. Leurs paysages aujourd'hui font qu'il n'y en a pas, et quand quelqu'un côté britannique tape à la porte, ben ça colle pas. Celui que l'on voit le plus souvent à l'ONERA côté britannique, ils essaient régulièrement de nous voir, c'est Rolls par exemple. Mais c'est quand même difficile de travailler quand on est un établissement public de recherche français, de donner à Rolls une supériorité sur Safran. Je pense que ce serait un peu à contre-emploi. C'est pas sans conséquence, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le modèle économique de l'ONERA fait que sa subvention est inférieure à la moitié de son budget, est inférieure aux 2/3 de sa masse salariale. Autrement dit, quand on démarre une année, on se demande si on va au-delà du 31 août. C'est motivant. Ça, de ce point de vue recherche de contrat, je vous garantis que... D'ailleurs, c'est tellement motivant qu'on a battu le record historique de l'ONERA en 2021 en dépassant les 150 millions de prises de commande. La subvention est à 110. Mais on voit bien forcément que c'est une limite. Quand on a été sollicité indirectement, ça devait être en 2015, je crois, parce que SpaceX avait des difficultés et pensait qu'on pouvait les aider à résoudre, on a dit non, désolé. Les seules fois où l'ONERA a pu travailler avec Boeing, compte tenu évidemment de la rivalité évidente, c'est pour des raisons de sécurité. Quand ils avaient introduit des réservoirs avec l'introduction du composite sur les avions, ils avaient des problématiques de foudroiement. Et ça, on était les meilleurs pour les aider à les résoudre. Donc là, on les a aidés pour des raisons de sécurité. Sur les programmes qui sont plus les parades, la cuirasse, vos contributions au développement, j'imagine, de programmes antimissiles, c'est ça, monsieur, votre question? Les radars d'onde de surface que j'évoquais tout à l'heure, ça fait partie d'un morceau de cuirasse, par exemple. Dans les choses que l'on fait au niveau des missiles, ça doit pouvoir servir aussi pour des missiles d'interception, des capacités d'interception. Je n'aurais décidément pas parlé d'optique adaptative, je vais le regretter. Vous aussi, d'ailleurs, je vous assure. Mais avec ce type d'objet à énergie cinétique, disons-le comme ça peut jouer aussi un rôle de bouclier. Donc il y a un certain nombre avec Grave et la suite des systèmes de surveillance de l'espace, on est quand même plus du côté du bouclier, on est complètement même du côté du bouclier. Il s'agit de comprendre, de voir pour essayer de se défendre. Il ne s'agit absolument pas de glaive, là. Oui, il y a un certain nombre de sujets comme ça. Je ne sais pas, Jacques, si tu vois d'autres thématiques sur lesquelles qu'on peut citer, sur lesquelles on travaille en tant que bouclier. Si j'en retrouve d'autres un peu fortes, je vous en parlerai. D'accord, et notamment dans ta contribution écrite. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, on a plutôt une recherche qui est orientée vers la percée que vers la protection, globalement en France. Ça dépend des secteurs, je pense. Oui. De ceux qui bossent sur le blindage... Oui, ce que j'allais te dire, voilà. Oui, mais... Oui. Bon, je pense que... Merci beaucoup, Bruno. C'était très intéressant. Merci de votre écoute.